C'est la fin de Dark Knight Rises, troisième Batman de Nolan. Une bombe est sur le point de détruire Gotham, les héros poursuivent la méchante, c'est épique. Puis ça. La mort ridicule qui casse toute l'ambiance. L'actrice joue juste trop mal, c'est ce que tout le monde lui a reproché. La seule chose moins crédible que ton rap, c'est ta mort dans Batman. Elle-même ne comprend pas, elle a tourné des dizaines de prises et les producteurs ont choisi la pire. Alors voici d'autres films incroyables, ruinés au dernier moment. Ces films qui ont viré leur réalisateur. L'histoire tumultueuse entre Zack Snyder et Warner Bros, elle est connue. En 2017, il est engagé pour réaliser Justice League, censé être l'équivalent des Avengers de Marvel. Sur le plateau, tout se passe mal. Snyder ne s'entend pas avec les studios qui lui demandent des changements impossibles. Pour ne rien arranger, sa fille se donne la mort peu après le tournage. Il n'en peut plus et se retire de la production. Remplacé par Joss Whedon, ironique, c'est lui qui a fait le tout premier Avengers. Il s'occupe de tout réécrire, tourner et monter en accord avec les demandes de la Warner. Une galère monumentale. Faut effacer numériquement la moustache d'Henry Cavill, l'acteur de Superman, qui se l'a laissé pousser pour le film Mission Impossible au moment des reshoots. Le film sort et c'est une immense déception. Personnage plat, histoire incompréhensible, un des pires films de super-héros de ces dernières années. Les changements se sentent, on a l'impression qu'il y a deux tons différents dans une seule histoire. Ça aurait pu s'arrêter là, mais presque 5 ans plus tard, à la demande générale, Snyder revient et présente sa version du film, celle qu'il voulait faire au départ. Complètement remonté, on passe de 2 à 4 heures, le plus long film de super-héros. Pas surprenant que la version cinéma était nulle, il manquait la moitié du film. Snyder avait déjà eu des problèmes avec Warner pour Batman vs Superman. Le studio déteste le film et veut tout changer. Au final, c'est le problème inverse. L'histoire est surchargée de persos inutiles, histoire de teaser de prochains films. Comme pour le MCU, mais en mal fait. Toute l'intrigue avec Martha est lourde, le film veut vraiment faire trop de choses en même temps. À cause de toi, il va tuer Martha. Les réalisateurs qui se disputent avec leur studio, c'est pas rare. David Fincher, le papa de The Social Network, a connu l'enfer sur le tournage d'Alien 3. Engagé à la dernière minute, il est obligé de jeter complètement le scénario et de recommencer à tourner sans script. Pendant le montage, la Fox lui impose sans arrêt des changements et finit par le virer quelques semaines avant la sortie pour remanier complètement le film. Résultat, un flop monumental. Contrairement aux deux premiers, personne n'aime. L'histoire n'a aucun sens, remplie de trucs bizarres comme un chien alien retiré puis rajouté au montage à la dernière minute. En 1980, c'est Richard Donner qui se fait virer de Superman 2. Il venait pourtant de terminer le premier qui avait tapé les 300 millions au box-office. Tout ce qu'il voulait, c'était plus de temps pour faire une suite à la hauteur. Le studio, lui, veut sortir le film au plus vite et le jarte. Karma, le réalisateur qui le remplace, n'aime pas le script et retourne 50% des scènes, ce qui cause encore plus de retard. Même chose pour le film 4 Fantastiques de 2015 qui avait réussi à être encore pire que le désastre du surfeur d'argent sorti 8 ans plus tôt. Sur Twitter, le réalisateur dit pourtant que le script de base était super, mais qu'un an de changement dans tous les sens ont donné le résultat médiocre. 9% sur Rotten Tomatoes, la honte. Les réalisateurs de Solo, eux, n'ont même pas eu le droit de se plaindre. Pendant que J.J. Abrams et Rian Johnson se faisaient une guerre d'ego sur Star Wars 7, 8 et 9, les incroyables Christopher Miller et Phil Lord, qu'on connaissait pour le film Lego, voulaient faire un petit Star Wars sympa. Sur le tournage, l'ambiance est bonne, les acteurs improvisent, ça plaît pas à Disney. 4 mois après le tournage, le duo est viré et remplacé par Ron Howard, chargé de remettre le film sur le droit chemin. Le studio pensait réduire les risques, mais au final, le film est un gros flop sans saveur, qui n'aura réussi qu'à faire annuler tous les autres films Star Wars après lui. Mais de loin, celui qui a pris le plus cher, c'est Ridley Scott, un des meilleurs réalisateurs de l'histoire, qui est juste maudit. Le grand public le découvre avec Alien. Déjà, à l'époque, il avait une vision encore plus noire du film. À la fin, le xénomorphe devait arracher la tête de l'héroïne. Les studios ont direct mis leur veto. Les problèmes continuent en 82 avec Blade Runner. Pilier de la SF, l'une des plus grandes dystopies jamais écrites, le tournage se complique. Filmer la nuit pendant 2 mois, c'est long. Harrison Ford, l'acteur principal, devient fou. Sur le plateau, l'ambiance est délétère. Par miracle, le tournage se termine. Bon, avec des retards et dépassements de budget, évidemment. Scott s'occupe du montage, mais aux projections test, personne ne comprend. On sent le fiasco, alors dans la panique, on rajoute une voix off dégueulasse et on retire la fin ouverte pour une happy end. À la sortie, personne n'aime. Normal, ça casse complètement le côté dystopique. Scott se bat pour son film et arrive à en faire
de nouvelles versions. En total, il y en a eu 7. Une pour l'international avec des scènes en plus, une pour la télé, mais surtout une Director's Cut. Sorti 10 ans après le film, Scott peut retirer la voix off, mettre la fin qu'il voulait et enfin faire de Blade Runner un classique du cinéma. Il revient en 2007 avec une Final Cut, l'ultime version qui améliore les effets spéciaux et règle quelques derniers détails. Mais Blade Runner, c'est pas la fin de son calvaire. En 2005, Scott revient avec Kingdom of Heaven, une gigantesque fresque sur les croisades et la religion. 3h07. Aujourd'hui, avec Avatar 2, on a l'habitude, mais à l'époque, pour la Fox, c'est trop long. Personne ne va rester autant de temps dans une salle de cinéma. Scott résiste, mais on lui coupe quand même 40 minutes. L'histoire, le développement des personnages, tout part à la poubelle. L'important, c'est que ce soit court. Heureusement, encore une fois, après le flop de la version de base, Scott peut sortir sa Director's Cut et recevoir la gloire qu'il mérite. Réussir à faire des films aussi bons malgré tous les problèmes qui lui sont tombés dessus, c'est la marque des plus grands réalisateurs. Ces films qui se sont fait charcuter. The Oscar goes to Bohemian Rhapsody, John Ottman. Bohemian Rhapsody a gagné 4 Oscars. Meilleur acteur, meilleur montage sonore, meilleur mixage et meilleur montage. Pour beaucoup, il ne le mérite pas. Le film est une leçon sur comment ne pas monter un long métrage. Truffé d'erreurs de continuité, chaque cut est banal et surtout aucun rythme. Genre cette scène, les personnages s'assoient autour d'une table et discutent tranquillement. Et ben y a un cut tous les 2 secondes. C'est plus que la plupart des films d'action. On change constamment de plan pour rien, c'est fatigant. Après, quand on sait que le tournage a été un enfer, avec un réalisateur viré pour scandale sur mineur, le monteur a quand même réussi l'exploit d'en faire un film regardable. Ailleurs, c'est pire. Pendant le montage de Tekken 3, le studio trouve le film trop lent et a peur que le public s'ennuie. On retire le Final Cut au réal et on engage quelqu'un pour ajouter du rythme. Ça va beaucoup trop vite. 15 plans en 6 secondes. Juste pour montrer Liam Neeson qui saute au-dessus d'une barrière. Enfin, au bout de 2 heures, mais c'est l'épilepsie. Même les films terminés ne sont pas à l'abri. En 84, Miyazaki veut exporter en Occident le premier chef-d'œuvre du studio Ghibli, Nausicaa de la Vallée du Vent. Mais les distributeurs américains ne croient pas au projet. Ils coupent une trentaine de minutes du film, remplacent les noms et remontent les scènes. Ça donne Warrior of the Winds ou La Princesse des Étoiles chez nous. Miyazaki est traumatisé par le résultat. C'est comme si son bébé avait été défiguré devant lui. Pour tous ses films suivants, il ajoute une clause qui interdit le moindre changement à l'image. Et au début des années 2000, lorsque Harvey Weinstein essaye quand même de modifier Princesse Mononoke, le producteur du studio Ghibli lui envoie un katana, avec une note « pas touche ». Ok, ça c'est badass. Quand les studios touchent au film, trop souvent c'est pour tailler dans le gras. Après 2 ans de tournage, plusieurs mois de montage et un déluge de problèmes techniques, le film Cléopâtre de 63 fait 6 heures. On va carrément en retirer la moitié, 180 minutes dont les scènes de bataille entières parties à la poubelle. Le pire, on a perdu les bobines dans un incendie, jamais on n'aura la version complète. Même chose pour Once Upon a Time in America. Énorme histoire du crime aux États-Unis réalisée par le légendaire Sergio Leone, un carton au Festival de Cannes, mais aux US on le trouve trop violent et surtout trop long. 4h20 à la base, Leone l'avait déjà raccourci à 3h50. Problème, à l'époque des films comme La Porte du Paradis viennent de sortir et ont coulé leurs producteurs. Hollywood est terrorisé par les gros films. Sans rien dire à personne, le studio retire encore 1h30 et remonte l'histoire en ordre chronologique. On comprend plus rien. C'est un petit peu comme si on essayait de rouler avec une voiture coupée en 2. Un désastre. Au box-office, ça a fait tellement de mal à Leone qu'il arrête le cinéma pour de bon. La violence, ça a toujours été un problème avec les studios. En 2007, le réalisateur de À la croisée des mondes avait prévu une fin sombre mais fidèle à celle du roman de base. Cependant, quelques semaines avant la sortie en salle, New Line prend peur et demande une nouvelle fin plus heureuse que tout le monde déteste. Pour ne rien arranger, le film se fait boycotter par des mouvements religieux qui la trouvent blasphématoire. D'un coup, ça détruit tout espoir d'une suite. Mais tout ça, c'est rien en comparaison de ce que s'est pris Suicide Squad. 2016, le premier trailer sort, le public n'aime pas. La Warner prend peur et décide de tout changer. On revoit le script à la va-vite, on retourne des scènes, le budget, lui, crève le plafond. Le résultat final n'a rien à voir avec ce qu'on nous avait promis. Les personnages ne sont pas crédibles, la relation entre Harley Quinn et le Joker est bizarre, le film ne sait pas où il va et ça se sent.
La première version avait certes l'air risqué, mais dans la panique, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est le rendre 10 fois pire. Ces films ruinés par leurs effets spéciaux. Tu regardes James Bond, l'homme au pistolet d'or, la tension est à son comble, 007 poursuit le méchant en voiture et va sauter au-dessus d'un pont, il s'élance, mais... Le pire bruitage de l'histoire du cinéma, la cascade est légendaire, une prouesse technique complètement gâchée par le compositeur qui a trouvé ça marrant de rajouter un son de sifflet. C'est pas rare qu'un film soit ruiné à cause d'un effet, ça vient parfois de problèmes techniques. Prenez le tournage de The Great Gatsby, celui qui nous a donné ce gif. Les décors sont très bruyants et l'équipe ne peut pas faire une bonne prise son. Pas le choix, on fait revenir les acteurs en studio pour redoubler leur prise. Plus de 5000 lignes refaites, ça veut dire ramener tous les acteurs, ça a coûté des millions. Une actrice a dû réenregistrer la moitié de ses phrases, certaines scènes, comme celle-ci en voiture, en souffrent beaucoup, le montage fait de son mieux pour cacher les lèvres, mais ça se sent. Ça reste moins pire que Highlander 2, l'histoire d'un immortel qui chasse d'autres immortels pour leur couper la tête. L'équipe décide de tourner en Argentine parce que c'est moins cher là-bas, mais en plein milieu de la production, crise économique. Le film tombe dans les mains d'une compagnie d'assurance qui veut plier le tournage au plus vite pour minimiser les pertes. Pluie de changements, au montage le ciel devient rouge sans aucune raison et on rajoute des aliens qui n'ont absolument rien à voir avec l'histoire. Il y a 500 ans, sur la planète Seist. Malgré la director's cut du réalisateur, la licence en restera salie à jamais. Le plus gros problème, c'est la 3D. On a perdu le compte des films cool ruinés par une scène ou un monstre en CGI qui casse l'immersion et nous donne envie de nous arracher les yeux. Imaginez, vous arrivez à la fin et le grand méchant qu'on vous tease depuis le début, c'est ça. C'est ce qui a causé la perte du retour de la momie, quand les héros affrontent le roi Scorpion, joué par Dwayne The Rock Johnson, dans une CGI horrible. Pas crédible une seule seconde, on dirait une cinématique de PS2. C'est sorti la même année que le premier Seigneur des Anneaux. Encore pire, dans Je suis une légende, les mutants que Will Smith affronte ne collent pas avec les décors. On a l'impression de regarder Qui veut la peau de Roger Rabbit en 2007. Celui qui touche le fond, c'est Catwoman. Il n'avait visiblement pas envie de payer des cascadeurs, du coup c'est carrément l'actrice principale qui passe en 3D un plan sur deux. À chaque figure, saut ou combat, ça devient un jeu vidéo. Le souci avec la 3D, c'est que ça casse la performance. On a tous vu l'acteur de Gandalf se plaindre sur le tournage du Hobbit. Comment bien jouer quand on voit pas ce qui se passe? Ça se voit particulièrement dans les films d'horreur comme le remake de The Haunting. Déjà que les effets spéciaux sont moches, pour ne rien arranger, les acteurs ne réagissent jamais. Un fantôme dans l'oreiller, une porte qui leur casse la gueule, ils s'en fichent. On regrette l'original de 1963, centré sur la peur psychologique, c'est bien plus effrayant. Un contraste encore plus clair avec Les Griffes de la Nuit. Dans les années 80, il terrorise toute une génération. Freddy Krueger qui te tue dans tes rêves, un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Tu peux pas me faire de mal. T'es dans mon monde. 9 films au total, mais le dernier de 2010 est vraiment en dessous du reste. Le premier expérimentait de vraies astuces de réalisation, comme ce plan où Freddy apparaît dans le mur au-dessus d'un lit. En vrai, c'est juste un acteur qui s'appuie contre un drap tendu, mais ça marche. Dans le nouveau en 3D, c'est juste moche et nul. Aujourd'hui, la CGI a complètement remplacé les costumes, les décors, même parfois les acteurs. C'est le progrès, alors pourquoi j'ai l'impression qu'on a perdu quelque chose ? Ces films qu'on a sauvés après leur sortie. Margaret a demandé 6 ans de montage. L'histoire d'une fille qui provoque accidentellement la mort d'un piéton n'a failli jamais arriver sur grand écran. Le premier cut fait plus de 3 heures et le réal refuse de couper quoi que ce soit. Ça se termine dans un double procès avec le studio. À cause de ça, le film ne sort que dans quelques salles. Son premier week-end, il rassemble à peine 7000 $. Pour un budget de 14 millions, c'est le désastre absolu. Mais le réalisateur n'abandonne pas. Il récupère les rushs et se remet au travail. Il ne change pas l'histoire, mais il la dynamise. Il raccourcit un plan par-ci, rajoute une scène par-là. Résultat, la director's cut est bien meilleure, et elle finit même par devenir l'un des meilleurs longs métrages de sa décennie, selon la BBC. La leçon, aucun film n'est ruiné à jamais. Récemment, les director's cut, extended cut ou special version, c'est devenu monnaie courante, au point où certains commencent même à s'en plaindre. Ça serait devenu une manière pour les studios de contrôler la première version d'un film avant de
ressortir la vraie version un peu plus tard et de faire raquer les cinéphiles 2 fois. Ça serait une sorte de DLC mais version cinéma. D'autres réalisateurs, eux, remontent leurs films par plaisir. 30 ans plus tard, Francis Ford Coppola continue de faire des nouvelles versions de Apocalypse Now en piochant dans son énorme pile de roches non utilisée. Steven Soderbergh, le papa d'Ocean's 11, s'amuse carrément à remonter les films des autres, comme La Porte du Paradis, juste pour voir ce que ça fait. Même les fans s'y mettent. Depuis l'explosion internet dans les années 2000, on voit de plus en plus de remontages amateurs. Des gens dans leur coin qui font des versions de La Menace Fantôme sans Jar Jar, ou alors des centaines de cuts non chronologiques du Seigneur des Anneaux. L'objectif, c'est pas de faire un meilleur film, mais de trouver de nouvelles manières de le découvrir et de l'apprécier. C'est la culture du remix. Les AMV, les YouTube Poop, sur internet, c'est notre spécialité. Cool, je coupe une baguette, pas trop cuite. J'ai croisé mon Molière, il voulait une baguette. Les films ne sont pas des toiles qu'on encadre au fond d'un musée, c'est des œuvres vivantes et malléables. Les grands réalisateurs sont ceux qui arrivent à évoluer avec leurs films, à s'adapter aux changements sans perdre leur vision. Ils savent que tout change tout le temps, rien n'est jamais gagné d'avance, mais rien n'est jamais perdu non plus. De la première ligne de script à la dernière projection en salle, nos films ne sont que ce qu'on en fait. Merci de nous avoir regardés jusqu'au bout, c'était Théromique et Maëlie, on espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, lâchez un like, à la prochaine.